Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Durant cette présentation, je vais vous présenter la suite de notre cours. Je vais vous parler de l'immunosurveillance. On va voir ensemble la réponse immunitaire antitumorale en détail avec les principaux facteurs et mécanismes de défense. Et on va voir des mécanismes d'échappement des cellules cancéreuses à la réponse immune. Pour n'importe quelle cellule étrangère ou bien modifiée dans notre corps, cette cellule est considérée comme un non-soi pour le système immunitaire. Donc, le système immunitaire va s'activer afin de lutter contre le soi anormal ou bien le non-soi. En cas d'une cellule tumorale, on parle du soi anormal puisque la cellule tumorale, c'est une cellule du soi, mais qui est modifiée suite à des stimulations, par exemple, virales, au rayonnement ultraviolet, suite à des agents chimiques qui vont produire des mutations au niveau du génome de la cellule, ce qui provoque une modification phénotypique au niveau de cette cellule, et ben, cette cellule devient anormale, dit modifiée, ou plutôt cellule tumorale qui acquiert la capacité d'autoprolifération exagérée non contrôlée. Voilà. Donc, la théorie de l'immunosurveillance, selon les deux chercheurs McFarlane Burney et Louis Thomas en 1957, le système immunitaire, les lymphocytes en particulier, est capable de reconnaître et de détruire les cellules ayant un phénotype différent de celui de l'autre, comme les cellules infectées par un virus ou les cellules tumorales. Donc, il faut noter bien les deux objectifs de l'immunosurveillance, c'est la capacité du système immunitaire à tout d'abord contrôler la présence du soi anormal et le tolérer, connaître les cellules modifiées, soit anormales telles que les cellules tumorales, et bien sûr l'éliminer. Mais si l'immunosurveillance existe, pourquoi y a-t-il des cancers chez les individus immunocompétents? Tout à fait, c'est une question qui est le plus souvent proposée et tout simplement c'est suite au mécanisme d'échappement de la cellule tumorale et on va le voir par la suite en détail. Donc c'est quoi le concept de l'immunoédition ou bien de l'immunosurveillance? Donc on parle de 3 E: élimination, équilibre et échappement. Voilà, donc la phase d'élimination, ici le système immunitaire, tout simplement, est capable de détruire les cellules tumorales et de l'éliminer, en fait, et ben de contrôler la prolifération de ces cellules. Là, ici, le système immunitaire a gagné. La phase d'équilibre, c'est un équilibre entre les défenses de l'hôte et la prolifération des cellules tumorales, mais qui est caractérisée par la génération d'une clone tumorale résistante suite à l'accumulation de mutations génétiques. Le problème ici, c'est que cette phase, elle est latente, elle est asymptomatique au niveau clinique et qui peut durer plusieurs mois, voire des années chez les patients. C'est la plus longue phase parmi les 3 phases, d'accord? Ici, pour la phase d'échappement, il est bien clair ici dans la figure que la prolifération tumorale est intense. Ici, la tumeur gagne, le système immunitaire est épuisé, il y a échappement de la cellule tumorale vis-à-vis les défenses de l'hôte et parmi les principaux mécanismes d'échappement, c'est le système immunitaire. En fait, comment la cellule tumorale va contourner la réponse immunitaire à son propre profit. Donc, elle va se profiter des mécanismes de défense de l'hôte à son propre profit pour se proliférer et se propager.
d'accord? Soit suite à l'immunosuppression induite par ces cellules du système immunitaire, ce qui provoque une amélioration de la persistance des cellules tumorales, soit une hyperactivation du système immunitaire. D'accord? On va voir ça en détail. Voilà. Donc, les effecteurs en détail, bien sûr, on a les deux piliers de l'immunité antitumorale. Comme toute immunité, la réponse immunitaire innée et adaptative. Pour la réponse immunitaire innée antitumorale, on a principalement les NK, les cellules dendritiques, macrophages, NKT et lymphocytes gamma delta. Donc, je commence par les cellules NK. Vous savez que sont les cellules tueuses primordiales qui vont détruire les cellules tumorales et aussi les cellules modifiées par un virus, par exemple. Et vous savez que ces cellules sont des cellules cytotoxiques avec excellence. Elles sont riches en granules denses qui contiennent les coenzymes et les perforines qui sont capables de perforer la membrane de la cellule cible. C'est l'action de perforine. Et le coenzyme qui active les caspases au niveau des cellules cibles afin d'activer l'apoptose, d'où la mort de cette cellule cible. Et bien sûr, l'activité des cellules NK, elle est contrôlée par les récepteurs activateurs d'ICAR et les récepteurs inhibiteurs KIR. Et la cellule NK, bien sûr, elle reconnaît la présence du soi normal par le comptage de nombre des molécules CMH1 à la surface des cellules du soi. Si le nombre de CMH1 est normal, la cellule, elle est normale. Si le nombre des molécules CMH1 est diminué, ça va délivrer un signal activateur aux cellules NK, ce qui provoque leur activation et leur dégranulation afin de tuer la cellule cible. Voilà en fait ce que j'ai dit. Donc on a la cytotoxicité directe par les perforines, les coenzymes, aussi bien à la DCC en se fixant sur les FC gamma, sur le fragment FC d'immunoglobuline G, d'accord? Puisque les cellules NK possèdent le CD16, qui est un récepteur pour le fragment FC de l'immunoglobuline G3. Aussi bien ces cellules expriment des ligands inhibiteurs comme FAST-ligand, TRAIL, TNF, PD-1, CTLA4 et aussi bien la sécrétion des cytokines parce qu'on a deux phénotypes des cellules NK. On a les cellules NK cytotoxiques avec excellence et on a les cellules NK qui sont capables de produire les cytokines et principalement l'interféron gamma qui joue un rôle crucial dans la réponse immunitaire antitumorale. Il réduit l'angiogenèse et la prolifération des cellules tumorales. Il permet aussi le recrutement des cellules immunitaires aux sites inflammatoires et amplifie l'activité cytotoxique des NK et d'autres cellules, bien sûr, de l'immunité. Voilà, tout ça, on le sait à propos de la cytotoxicité des Incas. Voilà. Les cytokines aussi, on a le TNF, l'interleukine 2. Hmm. Concernant les cellules NKT, ce sont des cellules qui possèdent des homologies entre les NK et les cellules T. Ces cellules sont concernant les similitudes avec les Incas, ces cellules expriment le CD16 et le CD56. Et
La particularité ici par rapport aux cellules NK, c'est que les cellules NK ne possèdent pas le TCR ni le CD3. Mais les NKT possèdent un TCR semi-invariant et le CD3, et qui sont des marqueurs spécifiques des cellules T, d'accord? Mais bien sûr, le TCR des lymphocytes T et de l'immunité adaptative sont plus spécifiques et sont plus afin et tout, d'accord? Et ben, le TCR ici des NKT et reconnaît les lipides microbiens associés à la molécule CD1 en cas bien sûr d'un lipide microbien, mais en cas de tumeur, donc reconnaît en fait les glycoprotéines ou bien les glycolipides exprimés par les cellules tumorales et qui vont être associés à la molécule CD1 qui est en comparaison avec le TCR des lymphocytes T, qui reconnaît les peptides associés aux molécules CMH1 pour les LTCD8+, et CMH2 pour les LTCD4+. Et ici, ce sont des cellules effecteurs cytotoxiques comme les NK aussi, et ils sont capables de produire les cytokines comme l'interleukine 2 et l'interféron gamma, et ben l'induction et la régulation des LTCD8+ et des NK aussi. En absence déjà ou dysfonctionnement de ces cellules NKT, et donc on a la susceptibilité d'avoir des maladies inflammatoires et la progression tumorale et bien sûr des pathologies auto-immunes. Les lymphocytes gamma delta sont des cellules T minoritaires présentant des caractéristiques particulières liées à leur phénotype. Possèdent un récepteur de type TCR gamma delta qui est différent du TCR alpha bêta des LT conventionnels. Les LT conventionnels sont les cellules T de l'immunité adaptative, CD8+ et CD4+, et à leur spécificité. Donc, ces cellules peuvent être soit double négatifs, c'est-à-dire n'expriment ni CD4 ni CD8, ou bien simple positif. Donc, elles peuvent exprimer soit le CD4, soit le CD8. Sont cytolytiques pour les cellules cancéreuses et les micro-organismes proches des INCA et sont fréquemment présents dans les muqueuses et la peau. Bien qu'étant mal définie, la spécificité des lymphocytes gamma delta semble être associée aux molécules du choc thermique et aux antigènes du stress. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que ces cellules expriment un TCR gamma delta et qui sont aussi des cellules cytotoxiques pour les cellules cancéreuses et qui sont fréquemment présents au niveau des muqueuses et de la peau, d'accord? Voilà, bien sûr, les cytokines, l'interféron gamma alpha et l'interleukine 4, et bien les mécanismes cytotoxiques qui sont communs entre toutes cellules cytotoxiques, d'accord? La sécrétion de perfluorine, l'expression de phase ligand, DCC, ainsi de suite. Voilà pour l'interféron gamma 1. Donc, il est doué d'un rôle anti-prolifératif et l'inhibition de l'angiogenèse. Il inhibe le synthèse de nouveaux vaisseaux sanguins. D'accord? Et ben, voilà, il joue, comme j'ai mentionné, un rôle majeur dans l'activation de l'immunité anticancéreuse en favorisant l'activité des cellules T CD4+ de type 1, des lymphocytes cytotoxiques, des cellules tueuses NK, des cellules dendritiques et des macrophages. Donc, en fait, l'interféron gamma amplifie la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Il active les macrophages vers un phénotype plus pro-inflammatoire et tumoricide de type M1. L'interféron gamma inhibe les cellules T régulatrices, la différenciation et les fonctions Th2 et Th17. D'accord? On passe maintenant vers l'immunité adaptative, les cellules T, les cellules B, ainsi de suite. Donc, une réponse immunitaire adaptative, il faut que les CPA présentent efficacement l'antigène aux LT naïfs. Il faut que l'activation des cellules T présente donc deux signaux. Un premier signal qui est obtenu suite à la reconnaissance du peptide antigénique présenté dans la cavité des molécules CMH1 exprimées par les CPA. Et bien sûr, le second signal
qui doit être délivré par les molécules de costimulation et d'adhésion. Vous savez qu'en absence du deuxième signal, qui est le signal de costimulation, la cellule est énergisée. Énergisée. Là, c'est l'énergie. La cellule est inactive. C'est-à-dire un seul signal est insuffisant pour activer la cellule T. D'accord? Et ben, le niveau ici d'expression de ces molécules de costimulation est corrélé bien sûr à l'état de maturation des cellules dendritiques, puisque les cellules dendritiques sont parmi les CPA professionnels. Pourquoi? Parce que ce sont les seules cellules qui peuvent activer les lymphocytes T naïfs. D'accord? On a aussi un troisième signal, c'est le signal des cytokines qui est nécessaire pour la différenciation des cellules T et puis bien sûr la polarisation des cellules TH naïves vers les différents états fonctionnels TH1 ou TH2 ou TH17 ou T régulateurs et ça en fonction de cytokines en question. Voilà, ici, vous savez donc les niveaux de maturation des cellules dendritiques. Au niveau des tissus périphériques, les cellules dendritiques sont immatures. Lors de capture de l'antigène, elles migrent vers les organes lipides périphériques et durant cette migration, donc elles subissent la maturation. Ainsi de suite, d'accord. Et voilà, c'est lorsque je parle de deux signaux, donc un signal qui est délivré par la reconnaissance du peptide associé dans la cavité des molécules CMH qui est reconnu par le TCR de notre cellule T ici TCD4+, et un deuxième signal qui est le signal de costimulation, la famille B7-1-2 qui sont exprimées à la surface des CPA avec le CD28 qui est exprimé par les cellules T, CD4 ou CD8, donc indépendamment de la sous-population, donc les LT expriment le CD8 et 28. Donc voilà, ce sont les deux signaux nécessaires pour la coopération cellulaire et la formation de ce qu'on appelle la synapse fonctionnelle. Voilà, ici, l'activation des LT, surtout par l'interleukine 2, qui est une cytokine, donc de prolifération, donc très efficace pour la prolifération cellulaire, d'accord? Les checkpoints, ce sont les checkpoints. On a les checkpoints activateurs. B7, c'est les 28, CD40, c'est les 40 ligands, d'accord? Qui sont capables de transmettre un signal activateur. Mais aussi, il faut une régulation, bien sûr. Il ne faut pas avoir une hyperactivation du système immunitaire. Donc, il faut avoir une régulation donc, du système immunitaire. C'est par les checkpoints inhibiteurs. On remarque ici qu'on a la même molécule B7. D'accord? En fait, le B7 ici, il peut se fixer soit avec CD28, il va transmettre un signal activateur, soit avec le CTLA4 et il va transmettre un signal inhibiteur ici. Et donc, on a un signal inhibiteur. Donc, l'affinité ici de CTLA4 pour le CD80, CD86 est supérieure à l'affinité de CD28 pour ce dernier. Et donc, ce qui délivre un signal inhibiteur, d'où l'inhibition de la cellule T. D'accord? Voilà, ici, en absence de signal de costimulation et la présence d'un seul signal de reconnaissance initiale, il est donc insuffisant dans l'activation de la cellule T. La cellule T, elle est énergisée et donc pas de réponse. Par contre, en présence de deux signaux, on a la protection de l'interleukine 2, l'expansion clonale, la génération des cellules effectrices et cellules mémoire, ainsi de suite. Et donc, on a une réponse. Ici, la polarisation des H0 vers les différents états fonctionnels en fonction des cytokines. Voilà, en cas de réponse immunitaire antitumorale, on a principalement la sous-population TH1. D'accord?
Le cycle immunitaire antitumoral en 7 étapes, dès la présentation antigénique jusqu'à l'élimination, c'est un cycle. La première, c'est la libération des antigènes tumoraux. Ces antigènes vont être capturés par les cellules présentatrices d'antigènes, en particulier les cellules dendritiques. Ces cellules vont migrer vers les ganglions lymphatiques les plus proches et après un traitement, elles présentent les peptides antigéniques bien sûr, qui sont qui ont été donc, oh mon Dieu, qui vont présenter les peptides tumoraux aux cellules T par les molécules CMH1 et les molécules CMH2 en fonction de la sous-population lymphocytaire T. Donc, on a une activation lymphocytaire T. Bien sûr, les cellules B sont capables de reconnaître les antigènes tumoraux par leur BCR. D'accord? Et ben, ici, ces cellules qui s'activent vont migrer et vont s'infiltrer afin de se trouver au niveau du foyer inflammatoire, au niveau du site tumoral pour se fixer à la cellule tumorale et la détruire. Et ben, pour que la réponse immunitaire contre le cancer aboutisse à la destruction des cellules cancéreuses, une série d'événements doit être mise en place, mais également étendue et répétée. Une fois que, une fois que le système immunitaire réagit, le système immunitaire adaptatif, cellules T et les cellules B réagissent, on a une cytolyse tumorale, on a la libération de nouveau des antigènes tumoraux et le cycle recommence. La réponse immunitaire antitumorale est le plus souvent inefficace, ce qui provoque le développement du cancer. Et ben, c'est suite au mécanisme d'échappement et le rôle du micro-environnement tumoral. Les mécanismes d'échappement, donc, les cellules transformées sont capables d'échapper à l'immunosurveillance à plusieurs niveaux. Éviter l'activation des effecteurs, éviter l'action des effecteurs, tels que les macrophages, les cellules NK, la résistance de la tumeur, la modification du micro-environnement tumoral, la diminution de l'immunité effectrice et éviter la migration et l'infiltration des effecteurs. Tout d'abord, la faible immunogénicité, empêcher la présentation de l'antigène tumoral. Donc, pour avoir une réponse immunitaire efficace, il faut bien présenter l'antigène tumoral. Et donc, comme un mécanisme d'échappement, les cellules tumorales vont empêcher cette présentation. On parle d'une faible immunogénicité. Cette faible immunogénicité, elle est due soit suite à une perte de l'antigénicité initiale par mutation génétique, soit par la diminution de l'expression de CMH1 ou de TAP, soit les altérations de certaines unités de protéasome. Le protéasome qui est indispensable dans la dégradation des antigènes tumoraux pour avoir de faibles peptides qui peuvent être associés donc aux molécules CMH1 afin d'être présentés aux cellules T, d'accord? Si on a en fait une altération au niveau du protéasome, donc il y a un problème au niveau de la voie endogène de présentation, d'accord? On a aussi le défaut dans l'adressage intracellulaire des antigènes tumoraux et le défaut dans la présentation antigénique en général, ce qui provoque un défaut dans l'activation des lymphocytes naïfs. L'absence de molécules de costimulation. Donc, vous savez que l'absence de signal de costimulation entraîne une énergie des LT. Donc, la cellule LT, au lieu d'être activée et se lutte contre la cellule tumorale, elle va être énergisée et elle va tolérer cette cellule qui est modifiée. D'accord? C'est un grand problème, fait. Troisième mécanisme d'expression des ligands inhibiteurs PD-1 et FAST-ligand pour empêcher l'activation et favoriser l'énergie aussi du lymphocyte toxique. La sécrétion locale de facteurs suppresseurs
comme le duo, le TGF-bêta, l'interleukine 10, prostaglandine E2. La sécrétion des molécules de mort cellulaire solubles, molécules anti-apoptotiques BCL de FLIP, ou encore exprimer ou libérer des molécules de mort cellulaire comme les phases ligands afin d'entraîner l'apoptose des lymphocytes et des NK. On a aussi le micro-environnement tumoral qui est impliqué ici. Donc, la cellule tumorale ici est capable de recruter dans son micro-environnement tout un ensemble de cellules immunosuppressives pour faciliter l'évasion tumorale. On a des cellules immunosuppressives dans le système qui constituent les mécanismes de défense du système immunitaire. Si on a une forte un fort, recrutement de ces cellules immunosuppressives, donc on a une forte activité immunosuppressive et donc on a une suppression et blocage de la réponse immune. D'accord? On a les lymphocytes régulateurs en particulier, ce sont des cellules immunosuppressives qui vont produire l'interleukine 10 et le TGF-bêta. D'accord? Voilà. On a les lymphocytes THD7 aussi. Les lymphocytes THD7 produisent des cytokines comme l'interleukine 17. Et l'interleukine 17 a la propriété d'induire la production de VEGF, ce qui favorise l'angiogenèse. Les cellules dendritiques aussi. Donc, ici, lorsqu'on a un problème ou bien une mutation au niveau du génome de cellules dendritiques, ou bien un défaut dans leur maturation, ou bien perturbation de leur migration vers les ganglions lymphotiques, on a une diminution de présentation antigénique, d'accord? Aussi bien la diminution de l'expression des checkpoints immunitaires activateurs, ce qui provoque l'énergie des cellules T. En fait, les cellules dendritiques, ce sont les principales cellules de l'immunité antitumorale. Parce que ces cellules font le lien entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Si on a un défaut dans la présentation antigénique des antigènes tumoraux, on a un défaut dans l'activation des cellules T naïves et par conséquent, on n'a pas de réponse immunitaire. Les LB seuls ne peuvent rien faire. Et puisque la cellule tumorale est une cellule du soi modifiée, donc cette cellule doit être éliminée par des mécanismes cytotoxiques et pas par des anticorps, parce que les anticorps sont impliqués juste pour la neutralisation des virus ou des toxines bactériennes. C'est ça, c'est la neutralisation. Pas un rôle effecteur direct, juste la neutralisation et ça s'arrête. D'accord. Voilà. Voilà les macrophages. Donc, ici, la tumeur, elle favorise donc la migration ou bien le recrutement des macrophages anti-inflammatoires de type M2 qui vont produire des cytokines immunosuppressives. D'accord? Eh bien, la production de PDGF, par exemple, c'est le facteur de croissance dérivé des plaquettes, qui est impliqué aussi dans le néo-angiogenèse. Là, vous savez que la néo-angiogenèse, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux vaisseaux sanguins par les cellules tumorales, offre la capacité de métastase. D'accord? Les cellules myéloïdes suppressives. Donc, au niveau des mécanismes d'échappement des cellules tumorales, donc plutôt parmi les principaux mécanismes d'échappement, on a l'altération de l'hématopoïèse. L'hématopoïèse ne va pas ne va pas terminer et ne va pas donner comme d'habitude des cellules matures et tout. Donc on a un blocage au niveau de l'hématopoïèse, ce qui va provoquer l'accumulation
d'une population de précurseurs myéloïdes qui sont bloqués à un stade immature de différenciation, qui sont les cellules myéloïdes suppressives, MDSC, et qui vont s'accumuler au cours de l'évolution des tumeurs. Et ces cellules expriment l'arginase, l'oxyde nitrique synthase inductible et le TGF-bêta, qui sont des molécules immunosuppressives, ce qui supprime en fait les réponses T et va donc recruter de plus en plus les cellules immunosuppressives, en particulier les lymphocytes T régulateurs et les autres cellules immunosuppressives comme les fibroblastes associés au cancer, comme par exemple les macrophages du type 1-2, ainsi de suite. Les fibroblastes associés au cancer qui vont produire le VEGF et qui sont normalement des cellules accessoires, c'est-à-dire ne font pas partie des cellules de l'immunité, mais ces cellules peuvent intervenir dans l'échappement tumoral. D'accord? Et donc, ces fibroblastes produisent le fibrinogen et le collagène, aboutissant à la création d'une barrière physique qui limite l'accès des lymphocytes à la tumeur. Donc, concernant le micro-environnement tumoral, voilà donc les effecteurs de la régression tumorale, les cellules dendritiques, on a toutes les cellules que j'ai mentionnées tout à l'heure dans cette figure, qui sont résumées dans cette figure. Voilà. Voilà le rôle des micro-environnements inflammatoires. Donc, j'ai bien évalué ce point dans le cours précédent. D'accord? Et merci. Donc, j'espère que c'était clair. Je suis malade. Je m'excuse vraiment parce que je pense qu'il y a des mots qui ne sont pas clairs. Mais si vous ne comprenez pas une chose, vous pouvez noter dans les commentaires et je vais essayer de répondre, Inch'Allah. Merci.